Bonjour. Dans le cadre de nos travaux personnels encadrés, autour de la question comment lutter contre la myopathie de Duchenne, nous avons été amenés à rencontrer différents scientifiques, dont le docteur Tifro, spécialiste de la fonction musculaire dans les maladies neuromusculaires. Le montage vidéo de cet entretien nous permet de faire le point sur la maladie, ses effets et les traitements. De comprendre aussi comment mesurer l'évolution d'une maladie rare qui évolue très lentement et comment identifier les difficultés pour mener des études sur des maladies rares. L'entretien accordé par le docteur nous a permis de visiter les moyens du CHRU de Lille pour aider les personnes atteintes de dystrophie musculaire à mieux vivre avec leur maladie. Docteur Tifro, quel est votre rôle principal dans la prise en charge des patients atteints par la myopathie de Duchenne? Pouvez-vous également nous rappeler comment la détecte-t-on? C'est plus vraiment la prise en charge globale de ces personnes. Les bébés ils commencent à tenir debout tout seuls. Donc là, ça fonctionne, mais c'est plus tard en fait qu'ils commencent à vraiment avoir du mal à tenir debout, à faire des chutes, avoir du mal à grimper une marche d'escalier. Donc les enfants commencent à... C'est à ce moment-là qu'on détecte qu'il y a un problème. En fauteuil roulant, souvent en fauteuil électrique, fauteuil qui se conduisent au joystick. Malheureusement, donc la maladie touche les muscles du dos et du coup ils font ce qu'on appelle une scoliose, c'est quasiment obligatoire. Leur dos se déforme assez vite d'ailleurs et ils se retrouvent avec des déformations du dos et c'est la raison pour laquelle on les opère très souvent pour stabiliser la colonne vertébrale. Donc on appelle ça une arthrodèse, c'est une grosse opération. Donc ils sont souvent opérés à l'adolescence. Et puis vers à la fin de l'adolescence, ils commencent à avoir les problèmes pour respirer, les problèmes cardiaques. Donc c'est là que se mettent en route aussi les suivis pour ces problèmes. Et en même temps, ils maigrissent. Et souvent, c'est quand ils commencent à avoir ces soucis-là, respiratoires, la scoliose, qu'ils perdent du poids. Et en plus, ils commencent à avoir des problèmes pour mastiquer, la mâchoire. Souvent, ils ont une grosse langue, parce que la langue, elle est un peu hypertrophiée à cause de la dystrophie musculaire. Ça fait une espèce d'œdème, on appelle ça une macroglutie. Alors, tout ça, c'est des soucis pour manger, et ils maigrissent. Et s'ils maigrissent trop, ils sont plus fragiles, et ils peuvent faire des complications, faire des infections respiratoires. Donc nous, on doit être vigilant à ça, on doit leur maintenir un bon état nutritionnel, qu'ils ne perdent pas trop de poids. Alors là aussi, il y a des moyens, c'est-à-dire qu'on peut leur donner des compléments alimentaires pour des calories en plus, et ça va parfois même jusqu'à leur mettre en place un tuyau. Donc on appelle ça une gastrostomie. On est capable d'alimenter quelqu'un directement dans l'estomac, passant par la peau. Donc le spécialiste, il met en place un tuyau, et en fait, on se dit c'est peut-être un peu barbare comme ça, mais en fait c'est très bien toléré. En fait, du coup, moi j'ai beaucoup de patients. La nuit, ils ont une poche d'alimentation, ils sont bien nourris la nuit, puis la journée, ils mangent un peu quand même parce qu'ils sont capables de mastiquer. C'est pas suffisant pour rester en forme ce qu'ils peuvent manger, mais ça reste possible, quoi. Donc ils mastiquent. Et donc en combinant les deux, on arrive à redonner du poids et du coup, ça va bien au niveau respiratoire, ça va bien au niveau cardiaque, ils perdent pas de poids, du coup ils vivent plus longtemps, comme je disais tout à l'heure. Ils vivent plus longtemps mais ils sont fragiles, quand même, c'est des personnes très fragiles. Alors ce que je peux te dire aussi, c'est qu'il y a eu quand même des changements. En plus de ça, depuis quelques années, on sait qu'il y a quand même des médicaments qui peuvent, on ne sait pas stopper ou guérir la maladie. Tu vois, c'est des maladies qui sont des maladies évolutives. Ça se dégrade d'année en année et on ne sait pas faire pour arrêter. Mais on peut se poser la question quand même de ralentir l'évolution. Alors ralentir l'évolution, il y a plusieurs hypothèses thérapeutiques, plusieurs propositions, mais en tout cas, il y a un médicament qui est utilisé
dans cette maladie, chez certains enfants qui le tolèrent, parce que tous ne le supportent pas bien, c'est la cortisone. Donc c'est internationalement reconnu maintenant que la cortisone, la corticothérapie, ben, ça permet en tout cas à une période de la vie de ralentir l'évolution. Donc tu vois, ça décale les problèmes dans le temps. Au lieu de perdre la marche à 10 ans, ben, ils vont marcher jusqu'à 13, 14, 15 ans. Mais du coup, ils auront moins de problèmes de dos, etc. Mais la maladie continuera d'évoluer quand même. Voilà, ça change ce qu'on appelle l'histoire naturelle de la maladie. C'est-à-dire qu'on sait ce qui se passe si on fait rien, on sait comment elle évolue. En plus, la myopathie de Duchenne, c'est à peu près tous les enfants pareil, ça évolue un peu toujours de la même façon. Mais voilà, du coup, on sait changer cette histoire naturelle un peu avec certains médicaments. Donc là, aujourd'hui, il y a la cortisone, et il y a peut-être d'autres médicaments qui vont apparaître, hein, notamment un médicament qui est un antioxydant. On parle souvent des antioxydants pour protéger les cellules. Donc c'est l'idébénone qui est un médicament qu'on peut utiliser dans d'autres maladies. C'est un peu comme une vitamine en fait, qui protège les cellules. Et il y a eu un essai sur des enfants et il est possible que ce médicament soit utile aussi. Donc là pour l'instant voilà, c'est les médicaments, c'est pas des médicaments miracles. Hein, l'autre piste, les autres pistes, hein, c'est les médicaments, la thérapie génique. Ouais. Donc là, pour les myopathies du chêne, c'est surtout la thérapie génique. Alors là, c'est complexe parce qu'il y a plusieurs problèmes à résoudre. Dans l'idéal, tu as les cellules musculaires, elles ne fabriquent pas la dystrophine. Bon. Pourquoi ? Parce que le gène de la dystrophine, il a une mutation et donc il n'est pas lu, il n'est pas transcrit et du coup il n'est pas transformé, la protéine n'est pas fabriquée. Et donc l'idée des chercheurs, c'est de remplacer l'ADN déficient par une séquence qui servirait comme une rustine et qui ferait en sorte que le gène soit quand même lu dans les cellules. Alors, donc, théoriquement, ça paraît séduisant. Alors tu vois, tu as plusieurs techniques, c'est compliqué. Là, faut que je te fasse un petit schéma du coup, hein, pour que tu puisses. Moi, juste, il m'avait donné un. Ouais. Parce qu'en génétique, ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que au départ, dans la myopathie de Duchenne, ouais, ça, mais mon ami, ça marche bien. Parce que c'est des mots de 3 lettres, c'est pour ça. En fait, tu sais que le code génétique, ça marche par trois lettres, code pour un acide aminé. Et les acides aminés forment des protéines. Donc, c'est des séquences de 3 qui forment ensuite le code pour la protéine. Le gène de la dystrophine, il est très 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 long. C'est, je crois, le plus long connu. Quand on dit long, c'est des millions de paires de bases, tu vois, donc c'est énorme. Et ce gène, il comporte des séquences qui codent pour la protéine et puis des séquences qui ne codent pas, ce qu'on appelle des introns. Alors, il y a plein de... En fait, on s'est rendu compte quand on a découvert le gène de la dystrophine, on a dit super, on a découvert le gène, on va pouvoir guérir la maladie. Et là, on s'est rendu compte que c'est compliqué parce qu'il y a plusieurs anomalies possibles sur ce gène et que les solutions qu'on pourrait apporter, elles seraient vraiment indépendantes en fonction de l'anomalie. Ce serait quasiment chaque mutation aurait sa solution, quoi. Mais du coup, ça veut dire qu'il faudrait trouver un traitement pour chaque patient qui soit différent. Et l'enjeu, il est un peu là. Donc effectivement, tu as plusieurs anomalies possibles. Alors, il peut y avoir des mutations qui sont des délétions. Alors les délétions, c'est quand il manque une séquence. Il y a un trou. Alors, tu as vu dans ton schéma, quand il y a un trou, les deux côtés, clac, ils se recollent. Et en fait, si tu avais une suite logique, comme ça, mais mon ami, donc 4 mots de 3 lettres, et que tu enlèves quelques lettres au milieu, alors si tu enlèves 2 lettres, ça décale tout.
Et du coup, ça n'a plus de sens. C'est pour ça que si tu enlèves par exemple le M uniquement, donc tu te retrouves avec SAE, plus loin, TMO, plus loin, enfin ça ne veut plus rien dire, parce que ça décale la lecture, ce qu'on appelle un décalage de lecture. Alors ça, c'est l'hypothèse d'une petite délétion. Tu peux avoir aussi ce qu'on appelle un codon stop. Alors, un codon stop, c'est un signal dans le gène qui dit arrêt de la traduction. Donc pour ça, on a trouvé des médicaments qui semblent forcer, on va dire, le codon stop et forcer la lecture du gène. Alors c'est chimique, hein, il y avait un antibiotique qui était connu, la gentamicine, qui semblait améliorer ce forçage du codon stop. Et maintenant, il y a un médicament qui s'appelle l'Atalurène, qui a été essayé, tu vois. PTC, c'est le laboratoire américain. Ils ont un médicament qui s'appelle Atalurène et ça fait de la translecture du codon stop. C'est-à-dire que ça pousse la lecture, ça force la porte fermée, tu vois, pour continuer la lecture. Donc là, le médicament, il a été essayé, l'Atalurène, chez les myopathes, chez des enfants. Et puis le Sodexon. Alors le Sodexon, c'est... moi, je vais te faire un petit schéma, ce sera peut-être plus facile. Imaginons que tu as... alors, je fais des petites boîtes comme ça c'est des exons. Et entre les exons, tu as ce qu'on appelle les introns, les séquences non codantes. Et imaginons que tu as une mutation ici, par exemple, et que cette mutation, elle entraîne un décalage du cadre de lecture, et du coup, ça ne lit plus le gène. Ben, on peut imaginer que si on a un signal qui dit stop là, on arrête la lecture et on reprend un peu plus loin, donc on saute la séquence mutée, là du coup on pourra lire le début et la fin du gène. Donc tu auras une dystrophine, mais qui est un peu plus courte que la normale, mais peut-être ça suffira. Donc c'est ça le Sodexon. Alors le Sodexon, c'est avec des molécules qui doivent modifier la lecture du gène. C'est quand même assez complexe aussi. Alors une des difficultés pour les thérapies géniques, c'est que ces thérapies, on veut qu'elles soient ciblées sur les muscles. Et comme ce sont des petites séquences d'ADN ou d'ARN qu'on injecte pour coder, elles sont transportées par des virus. Alors ce n'est pas des virus pathogènes, hein, ce n'est pas des virus qui rendent malade, c'est des virus qui ne sont pas méchants, mais on s'en sert comme transporteur. Et alors l'idée, c'est de les cibler au niveau des muscles. Le problème, c'est quand tu injectes, je sais pas, par intraveineuse, ça va aller dans tout le corps, quoi. Ça va aller dans tout l'organisme. Donc ça, c'est un problème. Parce que ça va, non, enfin, c'est pas forcément que ce soit un souci, c'est pas dangereux, mais ça va être moins efficace. Parce qu'il faut concentrer le médicament dans les muscles. Alors, ils ont fait, au niveau de l'AFM, ils ont beaucoup soutenu un projet de thérapie génique avec un laboratoire à Nantes, et c'est là qu'ils ont fait une communication sur la patte du chien. Vous avez entendu, peut-être, ils en ont beaucoup parlé à la télé, au moment du Téléthon. En fait, ils ont réussi à traiter un chien, mais au niveau de la patte, en fait, parce qu'ils ont injecté dans une veine, puis ils ont fait une espèce de garrot pour empêcher que ça diffuse. Donc, ils ont traité qu'un membre, tu vois. Mais ils ont montré qu'avec cette méthode-là, en tout cas, les cellules, elles se reconstituaient bien. Voilà. Donc là, ils se disent, on va peut-être passer à des essais chez l'homme, parce que là, c'est des essais sur un modèle animal, le chien, parce qu'il y a un modèle de myopathie de Duchenne, c'est le chien Golden Retriever, c'est un chien qui a une maladie qui ressemble vraiment à la myopathie de Duchenne. Et on attend, mais peut-être que dans pas très longtemps, il y aura des essais chez des enfants. Voilà. Alors, moi, ma partie, tu m'as dit, maladie, justement, une de mes parties, c'est l'évaluation des muscles.
c'est-à-dire la force, la fatigue, les capacités contractiles, et puis aussi les conséquences fonctionnelles, c'est-à-dire les muscles qui se contractent, mais ça sert à quoi? Ça sert à marcher, ça sert à utiliser ses mains, à prendre des choses, ça sert à respirer pour les muscles de la respiration, etc. Donc effectivement, il y a des outils. Et bon, c'est pas très simple, et je vais t'expliquer pourquoi. D'une part, ce qu'il faut se dire, c'est que tu vois, cette maladie, comme beaucoup d'autres myopathies, on a vu, ça se dégrade, mais ça prend du temps quand même, ça évolue dans le temps, mais assez lentement. Et donc on voudrait montrer avec nos médicaments, par exemple, qu'on est capable de ralentir ou de stopper la maladie, au moins. Mais alors pour montrer qu'on est capable de ralentir quelque chose qui va lentement, c'est pas facile. Pourquoi? Ça veut dire qu'il faut se donner du temps pour observer les choses. Et justement, c'est un souci, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps quoi, pour prendre des décisions, et tu vois. Et du coup, des fois, le temps de la recherche, qui est un temps qui est lié à la nature, il ne convient pas forcément à ce dont nous, on a besoin. Alors, on voudrait développer, c'est sûr, ce qu'on appelle, on appelle ça des biomarqueurs, c'est-à-dire des éléments qui nous permettent qui sont représentatifs de comment la maladie elle évolue. Et si ces biomarqueurs nous permettent de dire bah là ça évolue plus vite ou là ça évolue moins vite, bah là on serait bien content. Alors pour l'instant qu'est-ce qu'on sait faire? On sait mesurer la force des muscles, ça c'est pas très compliqué. La force volontaire, parce qu'il faut faire des efforts aux enfants ou aux patients, bah, ils font ce qu'ils peuvent sur des machines. Donc je te montrerai une machine d'évaluation de la force. On peut mesurer, mais pas sur tous les muscles. Hein. Et puis quand on mesure la force, c'est toujours un groupe de muscles, hein. C'est pas un muscle isolé. Donc ça, c'est une première chose. Alors quand on mesure la force, il y a des avantages, c'est que c'est pas très compliqué à faire, ça fait pas mal, bon, c'est assez facile, mais ça peut manquer, c'est pas toujours très fiable. Pourquoi? Parce qu'en fonction de plein de facteurs, hein, s'il est fatigué, en fonction de l'heure de la journée, en fonction de comment il est installé avec la machine. Il y a plein de petits facteurs qui peuvent faire varier le résultat. Et ça, c'est embêtant, parce que quand on fait de la recherche, on veut être sûr de ce qu'on a mesuré. Si tu mesures un truc, et puis que le lendemain, tu remesures exactement dans les mêmes conditions, le patient n'a pas changé, mais que ça te donne un résultat différent, c'est qu'il y a un problème de fiabilité. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qu'on étudie, la fiabilité ou la reproductibilité. Ça veut dire que quand on mesure un truc dans un état, et on veut que ce soit toujours le même résultat si l'état est le même. Si le résultat est différent, c'est qu'il y a des problèmes de fiabilité. Tu vois. Alors, on peut mesurer la force des muscles, tu vas voir, on peut mesurer, alors pour les enfants qui ont de la force dans les jambes, on peut mesurer au niveau des genoux, les fléchisseurs, extenseurs, mais on mesure aussi au niveau des mains. Alors, on a participé par exemple à une petite étude avec Paris, justement pour voir l'évolution des patients qui ne marchent pas. On ne peut pas évaluer la marche ou les muscles des jambes, ils n'en ont pas assez. Donc on va tester ce qui leur reste, c'est-à-dire les mains. Et alors pour tester les mains, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des choses assez fines, sensibles, on parle de sensibilité, c'est-à-dire capable de détecter des petites forces et des petits changements. Donc tu vois, des petits capteurs, ou par exemple on mesure la pince, ou la préhension, et encore, il faut on a des patients, des fois ils ont à peine de la force pour serrer. Donc il faut des choses très très sensibles, tu vois. Les musculaires, les CPK, qui sont élevés dans la maladie parce qu'en fait elles reflètent la destruction des muscles. Parce qu'en fait quand les muscles se détruisent, ça relargue dans le sang des produits qu'il y a dans les cellules musculaires et notamment ces enzymes CPK. Mais on ne peut pas dire que le niveau de CPK dans le sang soit représentatif de l'évolution parce que ça peut varier beaucoup pour des tas de raisons. Voilà, alors je t'ai parlé des mains. Alors on a aussi développé des outils cliniques, c'est-à-dire
juste liées, qui nécessitent que de l'observation, c'est-à-dire pas forcément des machines pour mesurer. Alors, pour mesurer la motricité, par exemple, on a un score qu'on utilise maintenant beaucoup chez l'enfant, que tu as peut-être entendu déjà, c'est la MFM, pour mesure de fonction motrice. Alors la MFM, c'est une espèce ouais, de petite épreuve, en fait, c'est une série de petites épreuves qu'on fait faire, qu'on fait passer aux enfants. On leur donne un petit exercice à faire, mais très précis. C'est-à-dire, c'est un geste, par exemple, juste, ils sont allongés, ils doivent lever la tête, ou alors ils doivent tourner la tête, ou ils doivent attraper des pièces sur. Voilà. Et en fait, ça a été conçu vraiment pour voilà, tester tout ce qui pouvait poser problème dans la motricité. Ça a été conçu en se disant, ben voilà, chez nos patients, on sait que c'est tel mouvement qui pose problème par rapport à tel autre. Et chaque item, on l'observe et on lui donne une note sur 3 en fonction de ce qu'on observe. C'est-à-dire, si le patient y arrive parfaitement, on lui donne la note maximum. Puis après, on observe bien si c'est un petit peu insuffisant, on va mettre un peu en dessous. Mais du coup, on a appris à le faire et c'est bien codifié. C'est-à-dire qu'on a un guide qui nous permet de dire, voilà, si le patient il fait comme ça, on peut lui mettre telle note. Donc cette mesure de fonction motrice, elle nous a aidé par exemple à bien suivre l'histoire naturelle de ces enfants, parce que si tu leur fais le test tous les ans par exemple, bah, tu vois que chaque année ils perdent des points. Du coup tu le vois sur une courbe. Et par exemple pour l'histoire de la cortisone dont je t'ai parlé, ben, j'ai des collègues à Lyon qui ont regardé des enfants qui étaient sous cortisone et des enfants qui n'en avaient pas. Ben, ils ont bien montré que ça évoluait pas pareil. En quelques années, ils voyaient que les enfants qui étaient sous cortisone et qui supportaient bien, parce qu'attention, on ne peut pas donner de la cortisone quand même. C'est pas aussi simple parce qu'il y a des effets secondaires importants. Mais en tout cas, ceux qui le supportaient bien, ben, ils évoluaient moins vite quoi, que les autres. Donc ça aussi, c'est des outils. Alors du coup, ça c'est une approche un peu plus globale parce que ça teste un peu toute la motricité, la tête, les bras, les jambes, de façon un peu plus globale. C'est comme une photographie de la motricité de la personne à un moment donné. Donc ça c'est la MFM. Alors, si tu veux des infos sur la MFM, je peux t'en donner. Voilà. Après, il y a des choses très simples. Alors, ce qui n'est pas facile en ce moment, moi je suis en plein dedans, c'est que pour ces essais, souvent, euh, comme c'est une maladie rare, si on teste un médicament ou qu'on fait une étude chez les enfants, on a besoin quand même d'évaluer un nombre assez important. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut le faire à plusieurs endroits en même temps, puisque les enfants, ils ne sont pas tous au même endroit, ils sont dispersés à Paris, à Lille, et puis si on veut faire en Europe, en Angleterre, à Londres. Et du coup, si on fait une étude multicentrique, avec plusieurs centres évaluateurs, il faut qu'on fasse tous pareil. Si on ne fait pas pareil l'évaluation à Lille et à Paris, bah, ça ne va pas être interprétable les résultats. Tu vois. Donc, un enjeu, c'est de choisir quels outils on va utiliser pour mesurer. Donc là, déjà, tout le monde s'engueule parce qu'il y en a qui disent ah ouais, moi je trouve que la MFM c'est bien. L'autre va dire ah non, moi je préfère tester la façon de marcher comme ça, je trouve que c'est mieux. Déjà, on n'est pas d'accord. Et après, une fois qu'on s'est mis d'accord, il faut que tout le monde apprenne à faire pareil les tests. C'est-à-dire que faut se dire que si le patient il est évalué à Paris, il sera évalué exactement de la même façon que celui qui est évalué à Londres. Et c'est pas si simple parce qu'on n'a pas tous les mêmes habitudes de faire, les mêmes façons de travailler, la même organisation, etc. Donc ça, mais c'est intéressant. Euh, voilà. Alors, donc il faut que ce soit, tu vois, les outils, il faut qu'ils soient suffisamment précis pour que ce soit fiable, pour que ce soit sensible. Il faut que ce soit bien fiable, que ce soit bien fait de la même façon partout, que ce soit reproductible. Il faut que ce soit pas trop compliqué, parce que plus c'est compliqué, moins c'est fiable en fait. Il faut que pour les personnes qui évaluent, si c'est des kinés ou des médecins, ben,
Voilà, si ça prend 3 heures pour évaluer un patient, ben, ça ne marche pas. Je te donne un exemple. Pour évaluer la marche, tu as plusieurs niveaux d'évaluation possibles. Tu peux faire des trucs très simples. Par exemple, tu mesures la vitesse de marche. Tu fais un parcours sur 10 mètres, tu mesures la vitesse pour parcourir les 10 mètres. Alors déjà, il faut se poser la question. Comment on évalue? Est-ce que c'est une marche tranquille ou est-ce que c'est une marche rapide? Donc il faut bien le préciser au départ. Tu peux faire aussi ce qu'on appelle un périmètre, c'est-à-dire que tu mesures la marche pendant 2 minutes ou 6 minutes et tu vois la distance parcourue. Ça, c'est vraiment archi simple, quoi. Tout le monde sait le faire partout dans le monde. Il suffit d'un chronomètre et de repères dans l'espace. Après, tu peux aller un peu plus finement avec des petits outils, des petits capteurs. Alors par exemple, maintenant, ce qui se fait, je sais pas, par exemple, tu as un iPhone, ton papa il a un iPhone, maintenant dans un iPhone, tu as un podomètre. Un podomètre, c'est un truc qui te dit combien tu fais de pas quand tu marches. C'est tout simplement parce que dedans, il y a des accéléromètres et puis des gyroscopes qui te permettent de repérer dans l'espace, voilà, les mouvements en fait, hein, de l'appareil. Bah, tu sais que si tu le colles, tu mets dans ta poche ou quoi, bah, ça va mesurer ce que la distance parcourue. Et ben, du coup, moi j'ai des collègues qui utilisent ce type de technologie, on va dire, hein, pour regarder la motricité, évaluer, quantifier, parce que du coup ça peut chiffrer les choses. On aime bien avoir des choses chiffrées pour les. Donc ça c'est un niveau dessus. Là ici par exemple, je vais te montrer, on a un petit labo pour la marche qui est assez simple, on a un tapis. Et ce tapis, dans ce tapis, il y a des capteurs, et les capteurs, ils permettent de mesurer des choses assez simples, telles que la longueur du pas, c'est-à-dire la distance parcourue par les pieds au niveau du sol, tu vois, entre le pied droit et le pied gauche quand ils sont collés, quand ils sont en contact avec le sol. Et ça, il le fait automatiquement, donc c'est assez rapide. Donc on a des tapis avec des capteurs. On peut imaginer aussi, ça existe, des semelles avec des capteurs à l'intérieur qui détectent le contact avec le sol. Et la gamme au-dessus, le top du top, c'est les labos d'analyse en 3 dimensions. Donc là, on a une contrainte, c'est qu'on est enfermé dans un laboratoire, dans une pièce, parce qu'il y a des caméras un peu partout. C'est du matériel haut de gamme, c'est des caméras infrarouges. Il faut mettre des capteurs au niveau de la peau, des marqueurs, qui sont des repères anatomiques. Et en fait, le logiciel, après, il va reconstruire le schéma corporel, c'est-à-dire les membres, les articulations. Donc tu as un petit bonhomme virtuel. C'est comme au cinéma quand ils font de la 3D, ou des films, tu vois, quand ils ont fait Avatar et tout ça, ils ont de sujets humains et après ils reconstruisent dans l'espace. Mais effectivement, on peut faire de l'analyse très fine des mouvements dans l'espace avec ça. Mais alors du coup, tout le monde n'a pas ça, quoi. T'as un laboratoire, voilà. Alors, ça s'est un petit peu démocratisé, parce que maintenant, je veux dire, la technologie, ça évolue tellement que, voilà, il y a 10 ans, ça coûtait très cher, maintenant, ça coûte encore très cher. Mais bon, il y en a de plus en plus. Il y en a dans tous les grands centres hospitaliers, quoi. Là, on n'ira pas le voir parce que c'est à l'hôpital Saint-Landreau, on n'est pas sur place. Mais il y en a un, on en a un ici. Donc tu vois, tu as plusieurs gammes d'outils. Alors, pareil pour tester la force des muscles. Tu peux, tu peux mesurer à la main, on va dire, et du coup c'est une impression. Mais on a des outils, on a des scores comme ça, avec les kinés, on appelle ça un testing. Et c'est en fonction de ce que le patient il est capable de faire, on va lui mettre une note. Et c'est notamment en fonction de comment il va bouger, en fonction de la position. Si c'est à l'horizontale, tu n'as pas le poids du corps à l'horizontale, alors que dans la verticale, tu as le poids du corps. Donc on met une note. Si le patient est capable de soulever, par exemple, son avant-bras ou sa jambe contre le poids du membre, on va lui mettre 3. La note maximale, c'est 5. Donc s'il arrive en plus à résister contre quelqu'un, il a 4. Et si c'est une force normale, on met 5. Mais c'est assez grossier quand même, c'est pas très sensible. Mais c'est ce qu'on utilise au quotidien. Après, tu peux utiliser des capteurs. On appelle ça des dynamomètres. Alors un dynamomètre, c'est un petit outil pour mesurer les forces.
Et c'est des capteurs qui transforment une énergie mécanique en un signal électrique. En fait. On appelle ça une jauge de contrainte, enfin, c'est de la physique en fait. Et tu as des petits capteurs qu'on peut mettre, par exemple, tu as des petits capteurs comme ça, tu peux le mettre sur le bras, puis tu demandes au patient de forcer, toi tu résistes, c'est une façon de tester par exemple. Bon là, il faut bien définir dans quelles conditions, où est-ce qu'on met le capteur, c'est très important. Ça peut donner une idée. Et on va aller voir en bas, j'ai un appareil qui est un dynamomètre isocinétique, où là c'est carrément une grosse machine pour mesurer les forces dans des conditions bien précises, avec un moteur, un axe qui mesure les forces quand tu fais de l'extension, de la flexion. Voilà. Donc ça, c'est des outils que moi, par exemple, j'ai fait ma thèse de science, c'était de montrer les capacités de mesure justement de ces outils-là pour des patients qui n'ont pas beaucoup de force, parce que faut se poser la question, est-ce que les outils de mesure sont bien adaptés pour des patients faibles qui ont des myopathies? Parce que si ça marche pour les sportifs, c'est bien, mais c'est pas forcément ce qu'on souhaite pour les... Je suis désolé. Alors là, par exemple, là, quand je t'ai parlé des mesures au niveau de la main, on avait participé à une étude qui est sortie, là, qui a été publiée. C'est un collègue belge, mais il travaille à Paris. Il voulait voir l'intérêt de plusieurs petits outils pour mesurer la force de la main. Justement, chez des patients qui ne peuvent pas trop bouger, chez qui on ne peut pas évaluer beaucoup les autres muscles. Donc il a testé un petit capteur pour ce qu'on appelle le pinch, c'est-à-dire la pince, une poignée dynamométrique, une petite poignée mais hypersensible, et puis un appareil qui s'appelle le MoviPlate, où c'est simple en fait, il y a deux petits capteurs, et il faut aller chercher les deux capteurs comme ça le plus vite possible. Donc il y a une épreuve où on mesure comme ça la vitesse. Et là il a sorti, je peux te montrer l'étude, hein, si tu veux voir. MoviPlate, ah ça c'est des corrélations. Il regarde si, normalement, si tu as deux façons de tester la force, tu dois trouver un lien entre les deux. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un de plus fort à tel test, il sera aussi plus fort à l'autre test. Donc il met le résultat du test 1 et de l'autre test, et normalement, ça doit se suivre sur une ligne. Donc là, il a fait une corrélation entre le MoviPlate, là, et le MyoGrip. Le MyoGrip, c'est l'appréhension. Et tu veux voir si c'est fiable? Tu fais le test une fois le matin, et puis tu dis, bah, je vais refaire le même l'après-midi. Le deuxième résultat ici, ça te fait un point pour chaque test-retest, et tu vois que là, à chaque fois, tu as la même valeur, du coup, les points se suivent sur une même ligne. Ça veut dire que c'est fiable, quoi. Là, c'est moins fiable, celui-là. Alors là, c'était en kilos, là, c'est en score. Il y avait deux façons de faire les mesures, quoi. Alors si je mets mon nom, normalement je vais le retrouver parce que je suis dedans. Voilà, c'est celui-là. Voilà, ça, c'est les articles. Et voilà, ce que je voulais te montrer, c'était ça. Là, tu vois dans le temps, il a pris comme repère le nombre d'années depuis que la maladie évolue chez l'enfant. Tu vois, donc ça, c'est des enfants, par exemple, qui évoluent depuis 5 ans. Ça, c'est des enfants qui évoluent depuis 10 ans. Forcément, plus tu avances dans le temps, plus c'est des enfants âgés aussi. Oui. Et là, c'est les résultats des tests. Ils ont tous fait le test 2 ou 3 fois. Donc tu vois que lui, par exemple, il a perdu. Lui, il a perdu, puis il a repris un peu. Mais globalement, tu vois que plus les enfants sont atteints depuis longtemps, bah, plus ils ont perdu de la force. Donc à partir de ça, ça peut aussi donner une idée de l'intérêt du test, de l'évolution dans le temps, etc. Donc là, tu as le MyoGrip, le pinch, la petite pince, et là, c'est le MoviPlate. Alors tu vois que le MoviPlate, ça évolue pas tout à fait pareil. Alors que le grip et le pinch, ça a l'air un peu plus sensible. Après, bon, voilà. Et donc, on a un système de capteur sur la peau qui est
ça s'appelle la spectroscopie dans l'approche infrarouge. Ça mesure les variations d'oxygène sous la peau. Et tu vois en fait dans le sang, dans l'hémoglobine c'est ce qui transporte l'oxygène dans le sang. Voilà. Et quand le muscle travaille, il va extraire l'oxygène, il va consommer l'oxygène, donc le taux d'hémoglobine oxygénée va diminuer. Donc tu le vois au niveau de ton capteur. Du coup, c'est quelque chose qu'on peut mesurer et on le fait dans des conditions d'effort standardisées. C'est-à-dire qu'on va demander au patient de contrôler la force et grâce à l'appareil, on peut faire des efforts standards où on lui dit ben voilà, vous allez suivre cette courbe, donc ce sera toujours le même effort. Et donc on va voir en fonction des maladies si le muscle réagit différemment en fait, d'une maladie à l'autre. Hein, si c'est l'oxygénation et la désoxygénation, elle se fait pareil en fonction de la maladie. Donc ça, on est en train de le faire. Voilà, alors le dynamomètre isocinétique, tu vois, c'est un outil qui est intéressant parce que ça standardise bien. Il y a un autre intérêt, et moi j'avais beaucoup travaillé là-dessus. Au départ, ces appareils, tu sais comment il a été conçu? C'est lié à une histoire. C'est sorti de la tête des ingénieurs de la NASA. Ils essayaient d'imaginer un moyen de faire travailler les cosmonautes dans l'espace. Parce que tu sais, les cosmonautes, quand ils reviennent, ils sont complètement atrophiés, parce qu'ils étaient en apesanteur, donc les muscles n'ont pas travaillé et ils sont tout faibles en fait, ils sont tout mous quand ils ne tiennent plus debout quand ils sont restés longtemps dans l'espace. Donc, on cherche des moyens pour faire travailler les muscles dans l'espace, mais comme, par exemple, tu ne peux pas leur faire soulever des poids dans l'espace, parce que le poids, il ne pèse rien, puisque c'est en apesanteur. Donc, c'est compliqué. Donc ils avaient imaginé un truc comme ça. Seulement ça c'est énorme et ça ira jamais dans une capsule spatiale, c'est trop lourd. Du coup, c'est devenu un appareil de rééducation. Mais au départ c'était ça. Mais au départ l'inconvénient c'était que pour être capable de faire travailler la machine, de travailler avec la machine, c'est qu'il fallait quand même avoir suffisamment de force. Pourquoi? Parce que le mode de travail c'est d'arriver à se contracter, à faire bouger le bras de levier. Du coup, il faut avoir suffisamment de force pour amorcer le mouvement. Et ça ne convient pas à nos patients myopathes parce qu'ils n'avaient pas assez de force pour bouger le dynamomètre. Et du coup, on a trouvé un autre moyen, c'est qu'on fait travailler l'appareil tout seul, il bouge à la vitesse qu'on lui demande, et puis le patient il fait ce qu'il veut. Alors, si tu fais une première série de mesures en passif, c'est-à-dire que le patient il ne contracte rien, il se laisse faire, il se laisse mobiliser, la machine elle va peser en fait la jambe. Elle va mesurer uniquement des forces passives, c'est-à-dire qu'elle va mesurer le poids de la jambe et puis des forces qui sont dues aux rétractions, aux muscles qui s'étirent. Voilà. Donc ça fait une première courbe. Et la deuxième série d'exercices, tu demandes au patient de faire ce qu'il peut, il accompagne le mouvement. Donc ça va faire une autre courbe. Et quand tu vas superposer les deux, tu fais une soustraction, qu'est-ce qui reste? Il reste uniquement ce que le patient il a produit comme effort. Parce que tu as enlevé tout ce qui est poids de la jambe. Donc tu mesures exactement ce que le patient il a produit comme effort. Donc ça a été mon sujet de thèse. Vraiment, on a développé ça. Et on a montré qu'on pouvait justement chez les patients très très faibles mesurer des petites forces. Montrer qu'ils étaient capables de développer un petit peu de force. Donc ça, c'est possible pour le genou, parce que c'est simple, l'installation est simple, tu n'as pas beaucoup de facteurs de variation, parce que c'est toujours la même installation. C'est plus compliqué pour le dos, on l'a fait, mais c'est pas facile de se laisser mobiliser sans rien faire en fait. On a toujours tendance à se contracter. Mais on l'a fait pour une autre maladie, c'est une patiente pour la maladie de Parkinson, parce que c'est des gens qui ont du mal à se redresser. Et on a montré quand même qu'avec un traitement, en fonction du moment de la journée, ils se redressaient plus facilement ou moins facilement. On arrivait à le mesurer. Voilà. Ton muscle il se contracte, mais il s'allonge.
ça c'est l'excentrique. Donc tu peux travailler en force, en concentrique, ou alors en freinage, en excentrique. Et en fait, on fait des rapports, par exemple, quand les footballeurs, quand ils shootent, ils contractent en concentrique les extensions du genou, mais en excentrique, ils freinent avec les ischios. Donc il faut un rapport concentrique-excentrique qui est bon. Donc il y a des mesures qui ont été faites comme ça, pour voir s'il y avait notamment des risques de blessures plus importants chez ceux qui avaient un mauvais rapport. Ça, on a des Belges à côté, le docteur Croisier, il est vachement fort, il fait ça. Croisier, c'est un prof belge, il a fait passer des centaines de footballeurs, comme ça il a pu définir des niveaux de risque. Il les suivait, puis il voyait ceux qui se blessaient. Voilà. Autour du basket, badminton, etc. Et puis aussi l'entraînement sur la chaîne. Si tu as remettre, en fait, tu peux travailler assis, un petit plateau de muscu, les cyclos ergo, le vélo elliptique, le tapis de marche, l'araignée, voilà. Après c'est tout. Mais tu as aussi une interaction, parce qu'avec l'écran, il y a un logiciel, tu peux demander à la personne d'accompagner le mouvement, et tu vas voir que ça va se déplacer sur l'écran, donc tu as un retour en fait à la machine. Et c'est une marche qui est en suspension, donc tu es un peu en apesanteur, tu es suspendu. Du coup, quand tu descends, ça fait bizarre. Mais voilà, c'est le premier véritable exosquelette de marche de rééducation qui a été commercialisé. Il en existe. Ça, c'est suisse. Et c'est vraiment de la haute technologie. Et tu peux tester la conduite au lieu de vitesse, boîte automatique, et c'est sur et donc c'est pas mal parce que ça nous permet de voir si les gens ils ont bien les capacités manuelles, pour les volants, les vitesses, ou les pédales. Après tu sais que tu as beaucoup d'adaptations qui existent, qui sont possibles, parce que tu peux conduire tout au volant. L'accélérateur, c'est possible. Comme dans les Formule 1, ils n'utilisent pas les pieds par exemple. Mais il y a des gens qui conduisent avec tout au volant, donc on peut adapter, on peut voir justement les démarches pour accélérer avec ça, si c'est capable de... Tu vois les enfants que tu vois au Téléthon, à la FM, on leur met en place ce qu'on appelle des aides techniques, c'est-à-dire des outils qui leur permettent de se déplacer, de faire des choses avec leur maladie. Donc c'est ça la réadaptation, c'est-à-dire qu'on ne les guérit pas, mais on leur apporte des outils pour qu'ils soient plus autonomes. Donc les ergothérapeutes font beaucoup ça. Alors notamment, tu vois, tout ce qui est fauteuil, il existe plein de types de fauteuils électriques, suivant ce qu'on veut faire. Tu as des fauteuils avec lift qui montent, qui descendent, des fauteuils qui se verticalisent. Là, je ne sais pas si tu as vu, il y avait un monsieur, je ne sais pas s'il est redescendu. Ah non, il est là, tu vois. Le monsieur qui est là-bas, il a un fauteuil qui est monté comme ça, qui lui permet de se verticaliser. Bricolé, enfin il y a des systèmes qui existent, des joysticks ultra sensibles pour qu'ils puissent conduire avec un tout petit mouvement. Alors, des fois on adapte des contacteurs pour qu'ils puissent aussi contrôler la position du fauteuil. Ils se mettent en connexion avec l'ordinateur pour contrôler l'ordinateur avec le clavier virtuel. Tu vois. Donc, ça peut aller assez loin. Il y en a qui conduisent avec le menton. Conduisent avec la tête en bougeant petite boule au menton. Bah, t'as vu Intouchable? T'as vu Intouchable, il conduit avec le menton. C'est très réaliste, Intouchable. C'est vraiment comme ça, c'est la vraie vie. Ouais. Kiné, ergo, sport, on a vu. Après, il y avait les bureaux, il y a les orthophonistes, les psychologues. Là, on fait de l'appareillage aussi. On a des consultations pour les patients myopates, justement. On a fait des petits appels pour les aider au niveau des mains. Bonjour. Alors, on utilise beaucoup la basothérapie pour les patients qui ont les maladies musculaires. À ton avis, pourquoi c'est bien?
Là, c'est une piscine spéciale hein, pour la réduc. Elle n'est pas très grande, elle n'est pas très profonde. Et là, on ne le voit pas parce qu'on est debout, mais tu vois, ce gros truc là au bord de la piscine, c'est un siège qui va descendre dans l'eau. Ce qui fait que quelqu'un qui est en fauteuil, tu peux l'asseoir dans le siège et le descendre dans l'eau sans passer par l'escalier. Donc, ça va descendre. Ah, c'est un ascenseur, enfin. Ouais, voilà. Le truc avec la bande bleue. Oui, c'est ça. Ah, ouais. Mais on voit pas le siège parce qu'il est de l'autre côté en fait. D'accord. Oh là là, c'est le bordel là. Qu'est-ce Ouais. qu'elle fait ? Charlotte? Charlotte? Elle est en train d'arroser les patients. Il y a du relâchement au niveau de Ouais, je vais vous expliquer. Ouais, des fois, en fait, les urgences pour la myopathie, c'est les urgences vitales. Et la plus importante, c'est respiratoire. Pourquoi? Parce que justement, ce sont des personnes très vulnérables sur le plan de la respiration. Alors quand on a une insuffisance respiratoire comme ça, qu'on n'a pas assez de muscles, il y a des patients comme ça, ils ont une très faible capacité, ils arrivent à ventiler un petit peu, mais suffisamment pour que ce soit équilibré. Ils ont assez d'oxygène, ils arrivent à éliminer leur gaz carbonique. Bon, si tout va bien, ça va. Dès qu'il y a un petit stress, un encombrement, une bronchite, un truc comme ça peut tout de suite décompenser parce qu'ils sont tout de suite extrêmement fatigués et puis ils n'arrivent plus. C'est là qu'il faut intervenir rapidement. Ils sont très fragiles, c'est-à-dire qu'ils sont toujours à la limite. Détecter le contact au sol et il va reconnaître les pieds. Du coup, il va calculer, une fois que tu as passé sur le tapis, la vitesse de marche, la cadence, c'est le nombre de pas par minute, la distance entre les pas quand ils sont en contact avec le sol. Donc il va dire, par exemple, ça c'est un pas, le pas droit, ça c'est un pas gauche. Tu as un cycle complet. Alors le cycle complet, c'est que tu pars d'un appui, pied gauche par exemple, et tu reviens au même appui. Donc là, tu as un cycle complet, donc il va faire la mesure. Pareil, tu vas avoir le cycle complet, mais départ du pied droit. Tu vois, à chaque fois, il va te calculer le pourcentage du temps que tu as passé en double appui, c'est-à-dire quand tu as les deux pieds en contact avec le sol. Parce que quand tu marches, tu as des phases où tu es en double appui, et tu as des phases où tu es en simple appui, où tu n'as qu'un pied au sol. Tu as simple appui droit, simple appui gauche. Tu vois. Donc à chaque fois, il va te faire une règle. On a quoi? On a une plateforme de pression. Je vais te montrer ça ici. Ça mesure la répartition des pressions. Alors tu fais marcher les gentillés, mais tu vois s'il y a des hyperappuis en fait. Donc ça te permet de voir les gens qui ont des pieds un petit peu déformés, s'il y a des zones où ça appuie beaucoup plus fort. Ça mesure la pression beaucoup plus finement. Voilà. Et enfin, on a un système de caméra, mais c'est uniquement visuel, c'est-à-dire qu'on a juste un logiciel qui permet d'avoir les trois vues en même temps pour enregistrer la marche. C'est surtout pour nous être comparatif d'une fois sur l'autre quand on revoit les gens, de ressortir les images, de comparer aussi visuellement. On va le faire parce que c'est assez facile. Je peux te donner un exemple où c'est intéressant. Quel film? Je vais d'abord vous montrer le film. Voilà. Alors là, ça passe au ralenti, mais du coup, c'est utile parce qu'on peut faire des arrêts sur image, on peut décomposer avec le clavier, donc on peut vraiment. Je peux me poser la question, bah, tiens, est-ce que le pied à tel moment il est comme ça, comme ça? C'est assez précis visuellement. Donc là, on voit toutes les phases, la flexion dorsale du pied, l'appui au talon, le déroulé du pas, le pas postérieur. Le pas postérieur, c'est le pied qui est derrière, tu vois, qui décolle bien au niveau du talon. Alors, on peut voir si le talon il décolle précocement ou pas. On peut mesurer la flexion dorsale en phase appui, le moment où il décolle. Alors souvent quand les gens ont un problème sur une jambe, on voit une asymétrie, c'est-à-dire que c'est pas pareil la jambe droite, la jambe gauche. On parle de boiterie,
On peut le mesurer ensuite ici. EMG, c'est-à-dire l'activité électrique des muscles. On met des électrodes sur la peau, et comme ça on va voir quand ça se contracte et quand ça se contracte pas. Et ça nous permet de voir, bah, tiens, là c'est pas normal parce que le muscle il se contracte alors qu'il ne devrait pas. On peut faire de l'EMG. Et après il faut calibrer la machine avec les caméras pour être sûr qu'il reconnaît bien les bons capteurs de l'endroit, qu'il reconstruit bien le schéma corporel. Donc en gros, voilà, quelqu'un qui vient au labo d'analyse de marche, il faut 3 quarts d'heure pour faire l'analyse. Voilà. Alors elle, tu vois, elle avait le pied droit bon, avec un petit aspect de pied creux, et surtout le pied gauche, c'était pas normal. Alors ça, c'est pas très bien, on va prendre un autre. Ah voilà, le premier, tu vois, il y a du rouge. En fait, il faut imaginer que son pied, au lieu de se mettre à plat, il se mettait sur le côté. Et du coup, ça appuyait très fort sur le bord latéral du pied et ça faisait l'empreinte avec un hyper appui. Vous voyez bien la différence. Pied droit qui a une forme à peu près normale et pied gauche, un hyper appui là et pas d'appui sur le talon. C'est-à-dire qu'elle avait le talon qui appuyait pas beaucoup en fait. Donc elle avait vraiment un pied qui était différent. On lui a fait un traitement particulier pour améliorer sa marche, mais du coup on avait bien l'anomalie. Et quand on l'a revu après le traitement, pour donner un exemple, tu vois, là, bah, tu vois son pied, ça y est, c'est moins rouge là. Donc c'est pas complètement normal, mais son pied il s'est un peu rectifié, donc du coup c'est plus confortable pour elle. Voilà. À utiliser son ordinateur, parce qu'il ne peut pas utiliser une souris ordinaire, donc on peut voir déjà quel type de commande on peut utiliser. Est-ce qu'on va utiliser des contacteurs? Est-ce qu'on va utiliser un mini joystick, des mini touchpads, des choses comme ça? Donc là, elle va tester ça. Elle travaille aussi les logiciels de commande oculaire. Donc tu sais, tu as du coup une petite caméra, une webcam qui détecte les yeux. Et avec les mouvements des yeux, tu peux contrôler ton curseur au niveau de ta souris, au niveau de l'écran. Donc en fait, maintenant, ça a beaucoup progressé. Hein. On appelle ça les headmasters ou les eye trackers. Tu peux contrôler ton ordinateur et même maintenant, si tu veux, toi, tu télécharges un petit logiciel avec une webcam, tu peux faire ça à la maison. Hein. Ça se fait maintenant, il y a des trucs gratuits, c'est fou. Hein. Et donc tu peux contrôler ta souris avec le regard. Et ça marche bien. Donc on clique en... On clique voilà, en clignant de l'œil par exemple, ou alors avec le doigt. Et il y a aussi la reconnaissance vocale, hein, Dragon, Via Voice, des trucs comme ça, où tu parles et puis l'ordinateur il écrit. Voilà. Et en fait, il y a beaucoup d'électronique parce que les patients qui ont des contacteurs au niveau du fauteuil, il faut que ce soit compatible avec le système informatique, il faut des interfaces, enfin bon, voilà. Et il y a un projet de recherche sur lequel on travaille, avec des myopathes de Duchenne, qui est sur les interfaces cerveau-ordinateur. Tu as déjà entendu parler de ça? Les BCI, Brain Computer Interface. En fait, tu peux détecter l'activité cérébrale avec en fait l'activité cérébrale électrique, puisque en fait c'est des neurones qui s'activent. C'est l'électroencéphalogramme. Tu as des électrodes de surface sur la tête, ça enregistre l'activité électrique. Et tu as des rythmes, en fait, on le voit, ça fait comme des ondes en fait, c'est des ondes. Et on sait maintenant que ça se modifie en fonction de l'activité cérébrale. Donc on peut, mais c'est pas évident, hein, détecter des modifications d'activité cérébrale en fonction de ce à quoi on pense. C'est-à-dire, alors ce qu'on sait faire, c'est par exemple faire une imagerie mentale, c'est-à-dire imaginer un mouvement. Tu imagines un mouvement de la jambe, ça va modifier un peu ton activité cérébrale et théoriquement on est capable de le détecter. Parce qu'on voit les ondes qui se désynchronisent. Donc on peut imaginer que tu peux commander un truc en pensant. Voilà. Ça c'est un peu la science-fiction, mais ça se développe beaucoup parce qu'on est de plus en plus performant dans le traitement de signal. C'est-à-dire extraire une modification d'activité
du bruit électrique et électromagnétique, parce qu'en fait, il y a beaucoup de perturbations qui font que ce qu'on enregistre avec le casque que j'ai, enfin, je te montrerai des diapos. Ça, c'est pour la conduite. Tu vois, on a parlé de la conduite. Tu as le boîtier Komodo avec la boule au volant, ça te permet d'avoir tous les boutons pour les essuie-glaces, le clignotant, tout ça sur une main. Donc quelqu'un qui a qu'un bras, il peut conduire. Tu vois, avec une boule au volant. Là, par exemple, c'est une illustration, je trouvais que c'est pas mal. Il y avait, je sais pas combien d'écrans, de rétroviseurs, machin, le joystick. Parce que j'ai même, en fait, il y a un centre à Berck. Alors, ça, c'est les exosquelettes. Alors, aujourd'hui, il en existe pour marcher, des exosquelettes de marche. Mais c'est quand même des gros bazars. Et c'est, voilà, moi, je connais pas de myopathe aujourd'hui qui en utilise pour marcher. Ça viendra peut-être, mais il faut quand même que ce soit plus léger, plus facile à mettre. Enfin, bon. Mais il y en a, il y a 2-3 modèles sur le marché. Mais il y a très peu de monde qui l'utilise. Ça, c'est l'exosquelette japonais. Ah là, tu n'as pas vu ce truc-là? Si, je crois que j'en ai parlé. Avec, bon, je ne l'ai jamais vu fonctionner, mais il paraît qu'il est pas mal. Et c'est surtout pour la rééducation. Alors là, c'est par exemple les patients, ils ont ça sur leur fauteuil, c'est ce dont je te parlais, c'est les interfaces pour commander les différentes positions du fauteuil, éventuellement la télé, etc. Ça, c'est pour illustrer la domotique. Il y a un capteur dans la pièce, par exemple, qui va recevoir le signal infrarouge. Souvent, c'est l'infrarouge. Piloter, voilà. Là, tu vois, tu as la patiente, elle peut commander son truc. Elle a toujours son contrôle d'environnement ici, sous les yeux. Ça, c'est des synthèses vocales, pour ceux qui ne peuvent pas parler. Mais maintenant, avec un téléphone portable, on peut faire ce qu'on veut. Des différents joysticks, tu vois. Il y a même des joysticks, les souris virtuelles, en fait. C'est un petit logiciel, et en fait, avec les clics, tu peux manipuler une souris d'ordinateur. Il y en a qui... Voilà, il y a des systèmes libres avec une webcam, bon, c'est un peu plus rudimentaire, et il y a des systèmes qui sont vraiment commercialisés pour ça, qui sont un peu plus performants. C'est-à-dire pour tester le médicament sur les personnes. Donc ça arrive qu'on participe à des essais thérapeutiques. Tu sais, les essais sont souvent des essais contre placebo ou comparatifs, où comme il n'y a pas de traitement qui guérit, qui soit connu, on va tester un médicament, mais pour savoir s'il est actif, il faut le comparer à quelque chose d'inactif. Donc le placebo. Mais on ne sait pas, et le patient ne sait pas quand il prend le médicament ou le placebo. Donc du coup là, c'est de la recherche clinique. Il y a des protocoles bien précis où tout est organisé pour que le patient qui accepte de participer, il est d'accord sur le principe qu'il va peut-être prendre un placebo, mais qu'il ne sait pas à l'avance ce qu'on va lui donner. Et après, il doit faire toutes les visites d'évaluation parce qu'il faut pouvoir avoir des mesures sur l'évolution des patients, ce qui nous permet ensuite de comparer ceux qui ont eu le médicament, ceux qui n'ont pas eu, et de voir l'effet sur ceux qui ont eu le médicament. Donc on a déjà participé à des essais thérapeutiques. Après, il y a, les essais ont certaines contraintes parce que ça peut concerner uniquement des enfants, uniquement des adultes, uniquement des gens qui marchent, des gens qui ne marchent pas. Tout dépend de ce qu'on souhaite évaluer. Alors, voilà, si tu évalues la marche, tu vas prendre que des gens qui marchent, forcément. Oui. Et il faut définir quel est l'objectif ou l'hypothèse du traitement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en attend. Est-ce qu'on suppose que le traitement va ralentir l'évolution? Dans ce cadre-là, comment on va être capable de le montrer? Donc là, c'est toute une question de réflexion méthodologique, c'est-à-dire quelle va être la méthode qui nous permettra de démontrer cette hypothèse. Et il y a toute une réflexion pour dire, pour être capable de dire que le médicament il ralentit la maladie, il faut qu'on ait un test qui permette de le voir sur une période de 1 an, 2 ans. Il faut que, si on veut montrer par exemple que les patients
qui ont été traités évoluent moins vite. Par exemple, on suppose que les patients non traités perdent 50% de leur force au bout d'un an. Ben, on met comme hypothèse que le médicament va faire perdre que 25%. Alors du coup, on a des calculs pour dire, voilà, si on veut être capable de montrer ça, il nous faut autant de personnes parce qu'on se base sur des données. Tu vois, pas beaucoup de patients disponibles pour les études. Ouais. Autant, tu vois, quand tu testes, je sais pas, un médicament classique, de l'aspirine ou un hypertenseur, tu as des centaines de personnes qui peuvent participer. Autant pour ces maladies-là, ben, on n'a que quelques personnes par centre. C'est pour ça qu'il faut que ce soit le plus multicentrique possible. Et voilà.